Bonjour, donc j'enchaîne sur les biomarqueurs et on finira par le topo généraliste sur la stratification du risque. Et là, on est en plein dedans. Et donc, je voudrais ici rapporter un petit peu les mêmes thématiques que Céline. Pour qui, pourquoi faire, et vous faire part de ce débat qui a animé les experts des deux camps. D'un côté, nos amis cardiologues et de l'autre côté, nos grands amis, les anesthésistes. Je n'ai pas de conflit d'intérêt avec la présentation. J'en profite juste pour parler de mon seul conflit d'intérêt, qui est celui d'être membre du comité Arcotova de la SFAR et de vous inviter à consulter le programme de nos masterclass. Et donc, on va commencer par déconstruire les mythes, et c'est peut-être ce qu'il va falloir un petit peu faire en 2023. On a vu que l'aspirine fait saigner les sujets âgés, que le contrôle des épisodes hypo versus hypertensifs, finalement, n'influencerait pas le pronostic des patients en chirurgie non cardiaque, que la mini-thoraco en chirurgie cardiaque, finalement, c'est pas mieux que la chirurgie conventionnelle et que le remplissage restrictif non plus. Donc finalement, les biomarqueurs, c'est bio, mais est-ce que c'est bien? Et le pavé dans la mare pour les biomarqueurs, ça a été ces recommandations, cet énorme document du mois d'août de 2022 et qui, à première lecture, bien sûr, a laissé l'ensemble des utilisateurs un petit peu perplexes sur la place qui leur était faite dans l'évaluation des patients. Finalement, à partir de ces recommandations, qu'est-ce que c'est que des recommandations? Eh bien, c'est établir une différence entre croire et savoir, et ça avec un niveau de preuve élevé. Ce qu'on veut avoir, c'est des quasi-certitudes. Ce qu'il faut pour ça, c'est des experts, des cardiologues d'un côté, des anesthésistes réanimateurs de l'autre, une littérature robuste et finalement un certain degré de consensus entre experts. Et il n'y a pas eu consensus entre finalement les cardiologues et les anesthésistes. Et qu'est-ce qui a beaucoup changé sur les recommandations qui sont parues donc en 2022? C'est que pour le dosage de la troponine et pour le dosage du NT-proBNP, on est passé à un niveau où on n'est pas tout à fait sûr que c'est bien, à on est tout à fait sûr que c'est bien pour doser la troponine, et on est presque sûr que c'est bien de doser le NT-proBNP, et tout ça pour des indications assez larges. Vous le voyez, qui étaient les patients qui étaient ciblés pour ce dosage qui deviendrait le doudou de tout anesthésiste qui fait de la chirurgie non cardiaque, avec une prise en charge qui en découle. Ça, je pense que Jean-Luc y reviendra, sur la stratification du risque en préopératoire, toutes les stratégies de réduction du risque. Vous voyez que le pavé de milieu, ça s'apparente un petit peu à ce que disait Anne-Céline tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va être obligé quasiment de faire de la médecine préventive et on ne peut pas récupérer en une seule consultation d'anesthésiste tout ce qui n'a pas été fait avant. Modifier les facteurs de risque cardiovasculaire, bon, ça va être un peu juste. Traiter l'anémie, ça c'est tout à fait notre boulot. Mettre en place des traitements spécifiques de toutes les pathologies cardiovasculaires antérieures, ça va être plus compliqué, etc., etc. Pour ce qui est de la stratégie post-opératoire, là, on est bien dans notre cœur de métier. Il va falloir traiter le syndrome coronaire aigu de façon rapide, traiter l'anémie, traiter les troubles du rythme post-opératoire et les épisodes, toutes les complications post-opératoires. Ça, c'est notre job, effectivement. Qu'est-ce que c'est que ce groupe énorme de patients qui étaient ciblés par ces recommandations et par ces indications de biomarqueurs en préopératoire? Eh bien, qu'est-ce qu'un patient à risque cardiovasculaire? Je me suis inspirée des recos 2021 sur la prévention de ces pathologies cardiovasculaires. Dans cette cible, ça regroupe les patients ayant au moins 2 facteurs de risque, dont l'âge supérieur à 65 ans. Donc, on peut y retrouver le tabagisme, l'hérédité, l'hypertension artérielle, la dyslipidémie, l'obésité, le diabète, peut-être l'insuffisance rénale chronique. Sont également ciblés par ces recommandations, on parle ici de patients asymptomatiques, tous ceux de 45 qui ont un âge supérieur à 45 ans et qui doivent subir une chirurgie lourde. Bien évidemment, on ne discutera pas de tous les patients qui sont porteurs de symptômes, et ça, bien sûr qu'il est nécessaire de faire des investigations, et sont également ciblés les patients porteurs d'une pathologie cardiovasculaire connue stable. Pourquoi l'âge? Eh bien, parce que l'âge, vous voyez que quelle que soit sa classe de risque
de complications cardiovasculaires, ce risque change drastiquement avec l'âge dès 40 ans et bien au-delà, et surtout à partir de 60 ans. Il était déjà noté dans les guidelines de 2021 que finalement, on ne recommandait pas l'usage de ces biomarqueurs en routine parce qu'ils n'amélioraient pas la prédiction du risque, qu'ils étaient prometteurs, mais que d'autres travaux étaient nécessaires. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut-il abandonner notre score de Lee? Faut-il abandonner l'algorithme simplifié dont Céline a parlé tout à l'heure, qui nous allait bien et qui était essentiellement basé sur le score de Lee et sur la capacité fonctionnelle à l'effort, un algorithme qui était simple pour adopter définitivement ces recommandations de l'ESC. Et vous voyez que, évidemment, pour toutes les chirurgies à bas risque, il n'y a pas d'indication. Mais dès qu'on rentre dans la classe de risque intermédiaire et bien sûr élevée, ou dès qu'on a plus de 45 ans, avec une chirurgie lourde, eh bien, il faut considérer ou faire le dosage de tous ces biomarqueurs. Vous voyez que c'est une recommandation de classe 1. Ça fait beaucoup de monde parce que c'est écrit partout, il y a un rationnel à ça, mais il y a dans le monde 300 millions d'actes chirurgicaux. Un tiers des patients ont plus de 45 ans. Et on sait que parmi ces patients de plus de 45 ans, il y en a la moitié qui présentent 2 facteurs de risque. Donc ça fait déjà beaucoup de monde. Et dans cette cohorte du JAMA, on s'était aperçu que les complications, donc mortalité intra-hospitalière, infarctus périopératoire, AVC, ça représentait globalement 3%, c'est-à-dire 1 pour 33 hospitalisations. Donc c'est vraiment un problème important. Et déjà là, il était noté que chez les plus de 45 ans, la moitié, ils ont déjà 2 facteurs de risque. Donc la moitié de cette population, elle serait concernée par le dosage de ces biomarqueurs. Et cette complication, finalement, pas quel que soit le type de chirurgie, mais globalement, on retrouve une ischémie myocardique dans un cas sur 5, parfois un cas sur 6 ou un cas sur 7, en fonction du degré de la chirurgie. Vous voyez bien, et ça, c'est pas moi qui vais vous l'apprendre, que le risque chirurgical le plus important, eh bien, c'est pour la chirurgie vasculaire périphérique, la chirurgie thoracique et la transplantation. Finalement, qu'est-ce qu'on voyait sur cette cohorte? C'est que globalement, la mortalité, elle diminue, on fait des progrès, mais finalement, les gains de mortalité qu'on a faits, ils sont finalement très faibles sur l'ischémie myocardique, c'est assez stable, et c'est plutôt sur les autres outcomes qu'on a baissé, qu'on s'est amélioré. Alors finalement, quelles données solides de la littérature, pour quel niveau de preuve, et qu'est-ce que ça pose comme question? Est-ce qu'on a les réponses à toutes les questions suivantes? Sur la stratification du risque, je ne vais pas vous refaire toute la revue de la littérature, elle est très 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 abondante depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années. Est-ce que finalement ces biomarqueurs sont des marqueurs pronostiques? Ça, on peut dire que la littérature, de façon formelle, a répondu oui, ce sont des marqueurs pronostiques, donc à court, à moyen et à long terme. Est-ce qu'ils sont prédicteurs de complications cardiaques? Là, on va mettre un petit bémol, on va laisser un point d'interrogation. Est-ce que c'est intéressant ou est-ce que ça permet de dépister l'ischémie silencieuse? Et là, on va parler des biomarqueurs et des difficultés d'interprétation en fonction des trousses de dosage pour la troponine, en fonction de la pathologie sous-jacente, en fonction de l'âge, du sexe, etc., etc. Est-ce qu'on va dépister l'insuffisance cardiaque chez un patient asymptomatique? Probablement pas. Et est-ce qu'on va pouvoir modifier notre stratégie thérapeutique? Est-ce qu'on va pouvoir faire de l'optimisation préopératoire? Est-ce qu'on a les réponses à toutes les questions qu'on se pose? Qu'est-ce qu'il faut choisir? Un test d'ischémie invasif versus un test d'ischémie non invasive? Est-ce qu'il faut faire une revascularisation préopératoire? Est-ce qu'il y a des moyens d'optimiser les traitements préopératoires, d'initier des traitements qui n'étaient pas prescrits? Tout ça, ce sont encore des questions qui restent, dont la réponse n'est pas certaine. Alors bien sûr, l'optimisation péropératoire, c'est notre boulot, il faut le faire. Est-ce que le monitorage péropératoire ou post-opératoire améliore le pronostic?
Est-ce que le contrôle tensionnel améliore le pronostic? Et est-ce que, évidemment, la gestion du PBM améliore le pronostic? Oui, certainement. Existe-t-il des stratégies thérapeutiques spécifiques pour améliorer le pronostic? Point d'interrogation. C'est-à-dire, est-ce qu'en post-opératoire, il y a suffisamment de preuves d'essais randomisés contrôlés pour dire quelle est la stratégie à avoir en post-opératoire? On ne sait pas. Et finalement, l'utilisation large de ces biomarqueurs, est-ce qu'on en a évalué la balance bénéfice-risque? Pas du tout. Donc, s'il fallait connaître que 2 études, très rapidement, est-ce que les marqueurs, les peptides natriurétiques en préopératoire sont associés au pronostic? Oui, ça c'est cette étude qui avait montré que c'est associé avec les causes de décès vasculaires, les MINS, après la chirurgie non cardiaque, et que si on l'ajoutait au score de Lee, on améliorait la prédiction du risque. Et dans cette étude, c'est le cut-off de 200 picogrammes par millilitre qui était retenu et qui était associé avec un risque supérieur à 5%. Maintenant, si on regarde parmi cette population, combien en préopératoire avait un dosage qui était au-delà du cut-off, on s'aperçoit que ça concerne beaucoup de patients. C'est-à-dire que vous allez doser le NT-proBNP et il va être retrouvé au-delà de ce cut-off dans plus de 50% des cas. Que va-t-on en faire? Pour la troponine, c'est un petit peu la même chose. Dans une cohorte de patients à haut risque cardiovasculaire de plus de 65 ans, c'est pareil, il y en a plus de la moitié qui ont une troponine préopératoire qui est positive. Et si on regarde maintenant ce qu'il advient de ces patients qui avaient une troponine positive en préopératoire, il va y avoir un MINS dans 16% des cas, la majorité des causes étant des causes cardiaques. Les causes extracardiaques, dont le pronostic est beaucoup plus catastrophique, sont beaucoup plus rares, on va le voir tout à l'heure. Donc la limite, c'est que dans toutes ces études, il n'y a pas d'homogénéité sur la définition des outcomes. Est-ce que c'est faisable? Il y a tout un tas de contraintes que je ne vais pas vous apprendre qui sont liées à la consultation d'anesthésie, à la continuité des soins, au sein des unités d'hospitalisation, c'est-à-dire entre le prescripteur, celui qui va voir le patient au bloc opératoire, celui qui va le prendre en charge. Il faut qu'il y ait une transmission de cette information et qu'il y ait une prise de conscience que, voilà, on a demandé un biomarqueur, ce n'était pas juste pour le demander, qu'il va falloir qu'on sache quoi en faire. Il y a la limite de la définition du risque chirurgical. On l'a dit tout à l'heure, le choix des trousses de dosage et l'interprétation des concentrations, et surtout, à l'issue de tout ça, la conduite à tenir. La définition des outcomes, vous voyez, les masses, il y a 80 définitions différentes. Alors, il y a les majeurs adverse cardiac events, les cérébrovasculaires events, on parle du MINS, et il faut avoir un plaidoyer pour des endpoints qui soient standardisés. La faisabilité, je reviens sur l'étude qu'a présentée tout à l'heure Céline, qui était sur l'adhérence aux précédents guidelines. Et si on s'intéresse, ils avaient testé plusieurs hypothèses de travail. Donc l'hypothèse 2, c'était que les tests qui étaient recommandés étaient associés avec une pathologie. Et l'hypothèse 3 étant que la surutilisation ou la sous-utilisation de ces tests pouvait être associé avec les événements cardiovasculaires. Eh bien, vous voyez que pour ce qui concerne le NT-proBNP, ça c'est dans les annexes de l'article, que le NT-proBNP soit dosé, soit qu'il soit recommandé, soit qu'il ne le soit pas. Vous voyez que là encore, dans un grand nombre de cas, pour ces patients-là, on est déjà au-delà du cut-off de 200 nanogrammes par litre dont on a parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que ce soit recommandé, c'est-à-dire que vous le dosiez ou que vous ne le dosiez pas, chez plus de la moitié des patients, vous allez trouver un taux qui sera au-delà de ce cut-off. Et finalement, la conclusion était de dire que qu'on l'utilise par excès ou par défaut, ça n'était pas associé avec les événements cardiovasculaires. Et dans cette série, c'était sous-utilisé dans 90% des cas et surutilisé dans 3% des cas. Ça, c'était pour ce qui était en 2014. Et maintenant, l'équipe de Lyon a fait une enquête sur un jour pour voir quelles étaient leurs pratiques un an après ces nouvelles recommandations. Eh bien, vous voyez les difficultés qui ont été soulevées. C'est que dans 50% des cas, le risque chirurgical n'était pas évaluable, c'est-à-dire que les praticiens étaient incapables et on comprend pourquoi, de classer le risque chirurgical,
que dans 25% des cas, le dosage du peptide natriurétique aurait dû être fait si on avait suivi les recommandations et qu'il n'avait jamais été fait, et que pour 17% des patients, le TT était recommandé et qu'elle était réalisée dans moins de 1 cas sur 5. On a déjà parlé de l'interprétation et le choix des concentrations. Et finalement, la conduite à tenir, eh bien, puisqu'on est dans une session commune avec la SFC, si nous, on est mauvais, finalement, est-ce que si en consultation d'anesthésie, on n'est pas capable de faire les choses, est-ce que les cardiologues feraient mieux? Et on s'aperçoit que dans cette étude qui avait évalué l'impact d'une consultation chez les cardiologues avant une chirurgie vasculaire majeure, ça n'avait absolument aucun impact sur la mortalité, quelle que soit la classe de risque du score de Lee. Alors bon, les cardiologues, très vite, ont fait leur autocritique, et c'est assez intéressant. La première autocritique, elle est contenue dans ces recommandations, puisque, en conclusion, il est quand même spécifié qu'il n'y a pas vraiment d'évidence sur la valeur ajoutée des marqueurs cardiaques pour la stratification du risque, et que, bon, voilà, première petite autocritique. Ensuite, il y a eu beaucoup d'éditoriaux qui se sont clairement positionnés pour dire que finalement, les références, elles sont sur la diapo finale, on était peut-être allé un tout petit peu trop loin, en particulier pour recommander, avec une recommandation forte de classe 1, ce dosage quasi systématique des biomarqueurs, si ça n'avait aucune conséquence sur la prise en charge des patients, puisqu'on ne sait pas si ça améliore le pronostic des patients. Alors, la réponse des auteurs, ils ont défendu leur beefsteak, ça c'est normal. Et un autre auteur, a soulevé exactement la même question, en rajoutant que finalement, ça coûtait cher, et que étant donné le prix, le rapport bénéfice-risque pour le patient étant inconnu, là encore, c'était un petit peu abusif de faire des recommandations aussi fortes. Et tout le monde était d'accord pour conclure qu'on avait besoin de plus de preuves et de données solides de la littérature. Et puis finalement, la controverse définitive, et la réponse définitive, elle est venue des guidelines qui sont sortis cette année, donc de l'ESAIC, qui là, contrairement aux recommandations des cardiologues, étaient faites par des anesthésistes réanimateurs qui se sont posés des questions spécifiques avec des outcomes prédéfinis et qui ont décidé de répondre aux questions posées. Et les réponses sont assez simples. Elles ont été sous trois axes. Sous l'axe pronostic, c'est-à-dire comment un biomarqueur influence le risque. Premier axe. Deuxième axe, est-ce qu'il améliore la prédiction du risque? Et troisième axe, est-ce qu'il modifie la prise en charge du patient de telle sorte qu'un dosage entraîne une prise en charge qui soit complètement différente? Et là, la réponse, elle est assez claire sur les recommandations qui sont faites. Est-ce que je dois mesurer en routine les biomarqueurs avant une chirurgie pour savoir si mon patient est à risque de complications post-opératoires avec, vous voyez, pour la troponine, une recommandation avec un niveau de preuve qui est très bas pour le NT-proBNP qui, confirme qu'effectivement, ça peut être un marqueur pronostic important. De même, pour la prédiction du risque et de complications, vous voyez que les niveaux de preuve sont très bas. Et enfin, pour ce qui concerne la prise en charge du patient, pas de data, pas de recommandations. Voilà, c'était très clair. Pour ce qui concerne le post-opératoire, eh bien, pour le post-opératoire, la définition qui est donnée par les recommandations, c'est une augmentation de la troponine, qu'elle soit troponine T ou troponine I, une augmentation par rapport à la concentration préopératoire. Et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de patients qui vont présenter une augmentation post-opératoire de troponine, que la majorité de ces patients sont polysymptomatiques ou asymptomatiques, mais que globalement, si on ne fait pas ce dosage, on passe à côté d'un certain nombre de MINS qui ne sont pas diagnostiqués.
Là encore, la réponse, elle est un peu aussi dans la question, puisque quand même, il est noté dans ces recos de l'ESC que le cut-off optimal, eh bien, on ne le connaît pas, et que surtout, cette stratégie a certainement un coût qu'il va falloir assumer. Alors la stratégie, elle est assez simple. Un jour, à J1 et à J2, on fait un dosage de troponine. Si celle-ci est élevée, on élimine une augmentation chronique de la troponine. Et s'il s'agit d'une augmentation aiguë, eh bien, il va falloir faire la distinction entre les causes non cardiaques et les causes cardiaques, avec le type 1 qui, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est la rupture de plaque. Le type 2, c'est la plus fréquente, c'est celle qu'on connaît, et toutes les autres qui sont génératrices de souffrance myocardique, l'arythmie, l'insuffisance cardiaque ou ce qu'ils appellent le likely type 2. Et de cette stratégie, on va essayer de définir une prise en charge, et vous voyez que cette prise en charge, hors prise en charge du SCA aigu, qui là, bien sûr, ça nécessite une prise en charge en urgence. Tout le reste, c'est du traitement symptomatique. On vous dit de traiter la cause, très bien, vous savez le faire, c'est notre travail. Est-ce que c'est finalement fréquent? Eh bien, vous voyez que ces patients qui vont présenter ces MINS, le cas le plus grave, celui a priori, on sait le mieux identifier parce qu'il est le plus souvent symptomatique et qui s'accompagne de signes électriques, ça représente uniquement 7% des cas. Les troubles du rythme, faciles à identifier, l'insuffisance cardiaque aussi, les causes extracardiaques, voilà, aussi facile à identifier, mais vous voyez que c'est quand même pas la majorité des cas. La majorité des cas, c'est le type 2. Le type 2, celui pour lequel on ne sait pas trop quoi faire à part du traitement symptomatique. Et finalement, la mortalité la plus importante, c'est celle qui est pour les causes non cardiaques et les causes, le SCA aigu. Voilà. Évidemment, les recommandations ne font pas de recommandations spécifiques. C'est-à-dire, il n'y a pas de prise en charge pour cet infarctus de type 2, il n'y a pas de prise en charge avec des recommandations très claires. Alors, ça pose un certain nombre d'interrogations, hein, et puis surtout, ça pose la question de savoir, il n'y a aucune uniformité entre toutes les recommandations qui ont été faites. Hein, celles de 2022, elles sont ici. Il y a les recommandations de 2018 ici. Il y a les recommandations de la Société canadienne et vous voyez qu'il y a une grande hétérogénéité entre toutes les recommandations qui ont été faites, même si, et là vous avez déjà entendu parler plusieurs fois du cahier des charges d'un biomarqueur, oui c'est un problème effectivement très important, mais il persiste que l'histoire naturelle, elle n'est pas très très bien comprise. Il n'y a pas de signes spécifiques et on ne sait pas comment traiter réellement ces patients, et il y a quand même la question du rapport coût-bénéfice. Donc, est-ce que c'est notre rôle de faire du screening et de sauver tout le monde? Ce n'est pas notre rôle de faire du screening et de sauver le monde, parce que finalement, sur cette cohorte de patients dans la population générale chez qui on a dosé la troponine, certes, c'est associé à un risque cardiovasculaire augmenté, mais bon, et c'est une association qui est indépendante de l'âge, du sexe et des facteurs de risque cardiovasculaires. Et finalement, on s'aperçoit que chez ces patients qui vont présenter des complications cardiovasculaires, ils vont présenter une élévation chronique, puisque ça a été dosé pendant 25 ans, une élévation chronique et permanente de leur troponine. On a vu tout à l'heure que ce n'était pas en l'envoyant chez le cardiologue en préopératoire qu'on sauvait tout le monde. Et pour ceux qui ont eu une consultation après un MINS en post-opératoire, eh bien, vous voyez que la prise en charge, elle a consisté pour la prise en charge spécialisée, surtout on imagine pour les SCA, à de l'imagerie diagnostique. Vous voyez ici une angiographie dans 8% des cas. Hein. Je vous rappelle que le type 1, c'est à peu près 7 à 8% des cas. Donc on se retrouve là dans la gestion par des équipes spécialisées d'un SCA qu'on aura très bien identifié. Et puis, essentiellement, le renforcement de traitements, en particulier bêta-bloquants, anti-ARA2, statine
et antiagrégants. Ici, c'est la même chose. C'est une étude qui avait été faite sur une population où on a vu finalement le pronostic des patients selon qu'en post-opératoire, ils avaient été pris en charge par des cardiologues ou pas. Il faut quand même noter que la consultation auprès du cardiologue, elle était laissée à la discrétion du médecin qui avait pris en charge le patient. On retrouve à peu près les mêmes résultats. Les patients finalement étaient ajustés sur un score de propension. Il semblait qu'il y aurait une amélioration du pronostic des patients selon qu'ils aient été pris en charge ou non par un cardiologue. Et vous voyez qu'on retrouve un petit peu le même profil de patients, c'est-à-dire on imagine bien ceux qui ont fait un SCA, donc un type 1, qui ont eu plus de revascularisation et plus de modifications thérapeutiques, toujours dans le même sens, augmentation des bêta-bloquants, des statines, des anti-ARA2, etc. La controverse, là encore, vient des cardiologues qui font leur autocritique et qui disent que finalement ce screening, c'est pas à nous de le faire. On ne peut pas faire une recommandation de classe 1. Je vous rappelle qu'on parle toujours des patients qui sont asymptomatiques. Si on ne connaît pas de façon certaine comment améliorer le pronostic des patients par une prise en charge spécifique. Et là encore, la controverse et le point final, du moins pour l'instant, à la discussion, elle a été donnée par les anesthésistes qui se sont positionnés donc sur ces recommandations, sur ce qu'il fallait faire après la chirurgie. Et vous voyez que, bon, pour le pronostic, encore une fois, pronostic, prédiction, management, pour le pronostic, vous pouvez recommander de faire du dosage de la troponine en post-opératoire, bon, avec un niveau de preuve qui est moyen. Sur le BNP, là, je pense que c'est assez clair, il n'y a aucun argument pour faire du dosage de BNP en post-opératoire. Pour la prédiction du risque, bon, on peut éventuellement proposer de doser la troponine pour la prédiction du risque avec un niveau de preuve qui est là encore très bas. Et par contre, pas de BNP. Et par contre, pour en déduire un management spécifique, une prise en charge spécifique, il n'y a pas de recommandation. Et enfin, pour finir, sur le dosage qui est recommandé, donc avec un dosage pré-opératoire, un dosage post-opératoire à J1 et à J2, là encore, à titre de pronostic, bien sûr, avec un niveau modéré pour la troponine, pour la prédiction des complications, un niveau de preuve bas, et là encore, pour la prise en charge des patients, pas de recommandation. Ce qui veut dire en conclusion que ces recommandations de l'ESAIC, finalement, n'ont pas abordé le problème du risque chirurgical. Vous avez vu que le risque chirurgical, c'est un truc qui est un petit peu compliqué à appréhender. En conclusion, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Et là, la discussion, elle restera ouverte, puisque c'est le but. Pour les peptides natriurétiques en préopératoire, pour une chirurgie à risque élevé, pour un patient asymptomatique à très haut risque, pourquoi pas, comme marqueur pronostic, j'ai mis entre parenthèses ou amélioration de la stratification du risque. Pour le post-opératoire, aucune indication. Pour la troponine en préopératoire, pour une chirurgie à risque élevé, pour un patient asymptomatique à très haut risque, pourquoi pas comme marqueur pronostic, ça pourrait être un trigger, un signal d'alerte, entre parenthèses comme prédicteur de complications post-opératoires. Pour le post-opératoire, alors pour le post-opératoire, on pourrait dire pour une chirurgie à risque intermédiaire élevé, parce que le post-opératoire, finalement, ça permet, par le médecin qui a pris en charge le patient, d'évaluer a posteriori ce qu'on pourrait appeler un risque chirurgical qu'on n'a pas forcément bien appréhendé. Et on peut avoir une chirurgie en théorie à risque intermédiaire qui va se révéler un tout petit peu plus compliquée. Et là, ça peut avoir du sens pour ces patients-là qui sont à risque de faire un dosage de troponine. Là encore, comme marqueur pronostic ou comme prédicteur de complications post-opératoires. Et voilà, je laisse la discussion ouverte après le topo suivant.